Oh là! Oh oh! Attention, ça me coupe un peu la tête cette histoire. Bon, voilà. Ah, j'ai une étiquette qui me gratte. Ok. Aujourd'hui, je vais te parler de tarot. C'est une vidéo que j'annonce depuis un petit moment déjà, et bien la voici enfin. Je vais t'expliquer quelle est la structure d'un jeu de tarot divinatoire. Je vais commencer par te faire un bref, très bref survol de l'histoire du tarot. Le jeu de tarot divinatoire est né en Italie au XVe siècle, à Milan plus précisément, à la cour des rois milanais. C'est là que sont apparues les premières cartes de tarot qui étaient utilisées par les nobles à la cour pour passer le temps. En fait, ils se tiraient les cartes. Les illustrations sur les cartes étaient empreintes d'une très forte connotation religieuse. Ensuite, le jeu a commencé à se répandre en Europe. Il est notamment arrivé en France et c'est là que s'est développée la version sans doute la plus célèbre du tarot qui est le tarot de Marseille. Le graphisme de ce jeu de tarot de Marseille était encore assez fortement religieux et médiéval. Je me suis fait piquer par un moustique. Un moustique au mois de mars. J'ai un bouton là. Et puis au début du XXe siècle est apparu le jeu Rider-Waite-Smith. Alors il s'appelait comme ça parce qu'en fait l'éditeur était la maison Rider. Le créateur du jeu, celui qui avait écrit le petit booklet qui accompagne les cartes, s'appelait Arthur Edward Waite, et l'illustratrice des cartes était Coleman Smith, d'où ce nom de Rider-Waite-Smith pour ce jeu de tarot qui a été publié je crois en 1910. Et en fait, la particularité de ce jeu, c'était que les illustrations étaient beaucoup plus modernes que les versions italiennes ou de Marseille, et surtout, ce qui était un grand changement par rapport au tarot de Marseille, toutes les cartes étaient illustrées. Donc voici le Rider-Waite-Smith. Bon là c'est une version qui s'appelle Radiante parce que les couleurs sont spécialement flashy dans cette version-là, mais c'est un jeu Rider-Waite-Smith. Qu'est-ce que l'apparition de ce jeu a changé? Elle a changé beaucoup de choses parce qu'en fait il a complètement dépoussiéré le tarot. Il l'a sorti de son carcan un peu trop ésotérique pour le démocratiser, pour le moderniser totalement. Et à partir de ce jeu-là, on a vu apparaître des tas de versions du jeu, des versions modernisées, des versions qui suivaient diverses inspirations d'artistes. Et il y a eu pléthore de versions du tarot divinatoire, alors que jusque-là, il y avait quand même essentiellement le tarot de Marseille qui pouvait avoir quelques légères variantes, mais enfin qui s'appuyait vraiment sur le graphisme du tarot de Marseille à partir du Rider-Waite-Smith. Le tarot s'est complètement libéré et c'est devenu un champ d'inspiration pour des artistes, pour des amateurs de tarot, et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des centaines et des centaines de versions du tarot disponibles. D'ailleurs là tu vois, il y en a une petite partie, là tu as juste une petite, mais toute petite, minuscule partie de ma collection. Récemment j'ai recensé toutes mes pièces et j'arrive à ce jour à 360 tarots, ce qui est pas mal quand même. Presque j'en ai un pour chaque jour, je peux me tirer les cartes chaque jour avec un tarot différent. Venons-en maintenant donc à la structure d'un jeu de tarot divinatoire. Un jeu de tarot comporte 78 cartes. Il peut arriver que tu trouves des versions de 22 cartes, mais en général, tu trouveras plutôt des jeux comportant 78 cartes. Alors pourquoi cette différence entre 22 et 78? Parce que dans ces 78 cartes, tu as deux grands groupes. Le groupe des arcanes majeurs et le groupe des arcanes mineurs. C'est le groupe des arcanes majeurs qui comporte 22 cartes. Et il peut advenir, ça peut se trouver que donc tu as des jeux qui ne comportent que les arcanes majeures et qui se sont exemptés des arcanes mineures. Au sein des mineurs, il y a une subdivision en 4 familles, les coupes, les bâtons, les deniers et les épées. Chacune de ces familles comporte 14 cartes. D'abord une série qui va de l'As au 10, et puis ensuite 4 cartes royales, dans lesquelles tu trouves le valet, le chevalier, la reine et le roi. Alors maintenant, attachons-nous un petit peu à la symbolique de ces cartes. Que représentent les arcanes majeures? Les arcanes majeures représentent un chemin d'évolution spirituelle avec différentes étapes qui s'appuie sur des grands archétypes de la conscience humaine. Alors, dit comme ça paraît un peu compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Les arcanes s'ouvrent avec la carte du fou, et la carte du fou, c'est vraiment une carte de début, c'est-à-dire c'est le commencement, c'est un peu le Big Bang originel, tout est là, tu es plein d'enthousiasme, tu as une nouvelle route qui s'ouvre à toi et tu es prêt à te lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle phase de ta vie, tu as encore cette innocence et cette force et cette foi juvénile qui te pousse vers l'avant. Ensuite, tu as un certain nombre de cartes qui suivent, qui ne varieront pas d'un jeu à un autre, jusqu'à aboutir à la dernière carte des arcanes majeures qui est le monde, qui est le total accomplissement. C'est-à-dire que tu as parcouru tout ce cheminement, tu as atteint la meilleure version de toi-même possible, et tu as accompli tout ce que tu souhaitais accomplir. Tu as tout achevé et vraiment tu es parvenu
un véritable stade d'épanouissement et de plénitude. La particularité de cette famille des arcanes majeures, c'est qu'elle représente plutôt des états intérieurs. A l'inverse, dans les familles des arcanes mineures, les séries de l'As au 10 représentent plutôt des situations extérieures à toi, et les cartes royales représentent plutôt des personnes autour de toi. Un valet, ça va être plutôt quelqu'un d'assez jeune qui se trouve dans ton entourage. Une reine, c'est plutôt une femme dans ton entourage. Et un roi, c'est plutôt une personne d'autorité, un peu, tu vois, qui est en pouvoir comme ça, qui représente un peu la force patriarcale dans ton entourage. Et de la même façon que la série des arcanes majeures représente un cheminement, les séries de l'As au 10, elles aussi représentent un cheminement. C'est-à-dire que l'As est souvent la carte qui marque le plein potentiel de l'élément représenté. C'est-à-dire, par exemple, si tu tombes sur l'As des coupes, ça veut dire que cette carte est vraiment le plein potentiel de ce qui est symbolisé par les coupes. Et puis ensuite, il y a tout un parcours qui peut t'emmener jusqu'au 10. Et généralement, si tu compares les différentes familles, tu t'aperçois qu'il y a vraiment des similitudes. Par exemple, tous les 5, que ce soit le 5 de coupe, le 5 de denier ou le 5 d'épée, il y a vraiment des similitudes de signification dans les familles même des chiffres. C'est-à-dire que tous les 8 ont forcément des similitudes, tous les 2 ont des similitudes, etc. Venons-en maintenant à la symbolique des différentes familles des mineurs. La famille des coupes, qui est placée sous le signe de l'eau, parce que à chacune des familles correspond un des 4 éléments. Donc la famille des coupes, elle est placée sous le signe de l'eau. C'est une suite qui parle d'émotions, de sentiments, d'amour, de relations, de créativité aussi. C'est une suite qui a beaucoup à voir avec le cœur. La suite des deniers, elle, est placée sous le signe de la terre. C'est une suite qui est dans le concret. Là, on parle des biens matériels, on parle des réalisations, de l'action, de l'argent, des finances, de tout ce qui est mis en place, de tout ce qui est semé pour être ensuite récolté, du fruit de nos labeurs, de tout ce qu'on fait qui parvient à trouver une concrétisation, un accomplissement tangible, matériel, vraiment palpable. La famille des épées, qui entre nous est celle que je préfère. Pourtant, elle est assez glauque, mais bon, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette famille, j'adore. Donc, la suite des épées, qui est placée sous le signe de l'air, elle a à voir beaucoup avec tout ce qui est mental, avec les forces en opposition, les conflits, les angoisses qu'on peut avoir, les terreurs intérieures, les névroses, et puis aussi toute la logique et toute la structure mentale qu'on peut mettre en place pour arriver à surmonter les obstacles. Elle parle des conflits intérieurs, elle parle de l'esprit, elle parle de l'intellect. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est ma famille préférée, parce qu'on est là, on est complètement là. Avec tout ce qui se passe de brillant, tu vois, de fulgurant, et puis aussi tout ce qu'il peut y avoir d'un peu névrosé là-dedans. Donc c'est peut-être pour ça que cette famille me parle spécialement. Et puis enfin, il y a la famille des bâtons, qui est une famille placée sous le signe du feu. Dans cette suite, il est question d'énergie, d'action, d'ambition, de passion, de tout ce qui nous meut, tout ce qui nous met en mouvement, tout ce qui nous pousse à agir dans le monde, à montrer notre feu sacré. Et donc on en revient à la différence entre le Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille. C'est que donc pour ces familles de cartes mineures, dans le tarot de Marseille, si par exemple tu tombes sur le 3 de bâton, sur la carte tu vas avoir dessiné 3 bâtons. Ce qui enfin, tu vois, c'est pas forcément évident de décrypter cette carte-là, parce que tu as juste 3 bâtons sur une carte. Si après tu vas tirer le 8 de coupe et que donc tu tires une carte sur laquelle il y a 8 coupes, va te laisser inspirer par genre 8 coupes sur un dessin, c'est pas forcément évident. Alors que dans le jeu de Rider-Waite-Smith, dans ce jeu-là, chacune des cartes est illustrée. Et si tu tombes par exemple sur le 10 de coupe, tu ne vas pas tirer une carte sur laquelle il y a 10 coupes qui sont dessinées. Tu as un couple avec des enfants devant une maison avec un arc-en-ciel derrière eux. Et donc je pense que forcément c'est plus évident d'arriver à comprendre la symbolique de la carte quand tu regardes cette image-là, plutôt que quand tu regardes simplement 10 coupes. C'est pour ça que le Rider-Waite-Smith a été forcément une grande avancée dans l'histoire du tarot, parce qu'il a permis quand même de pouvoir se familiariser d'une façon beaucoup plus aisée avec le tarot. Parce que, encore une fois, quand tu as simplement sur les arcanes mineures les éléments qui sont dessinés en fonction de leur numérotation, c'est quand même assez rébarbatif d'arriver à vraiment
d'arriver à se souvenir de la symbolique de la carte. Alors que quand tu as finalement une illustration qui est en rapport avec cette symbolique, ben, c'est beaucoup plus évident d'arriver à rendre ton tirage parlant, d'arriver à le rendre éloquent. Quelle est la meilleure façon de tirer les cartes? En fait, il n'y en a pas. Ou alors, la meilleure façon, c'est celle qui te parle, c'est celle qui te va le mieux et c'est celle qui te permet d'avoir des tirages les plus clairs possibles. Il existe des tirages extrêmement élaborés où tu peux prendre jusqu'à 12 cartes. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, en fait, c'est trop compliqué pour moi. C'est pas du tout comme ça que je me sers de mes tarots. Généralement, je tire une carte qui symbolise ma carte du jour ou mon enseignement du jour ou ce que je ne dois pas oublier aujourd'hui. C'est plutôt comme ça que je fonctionne. Ça peut arriver que je tire plus de cartes, mais dans ces cas-là, c'est moi qui décide de ce qu'elles vont représenter. Enfin, disons de la réponse qu'elles vont m'apporter. Je ne m'appuie pas sur des tirages préexistants où il y a un petit livret qui me dit voilà, cette carte-là c'est le passé, celle-là c'est le présent, celle-là c'est le futur, donc je m'en fous complètement. Moi je décide que cette carte-là, ça va être ce que je dois faire par rapport à telle problématique, cette carte-là, ça va être ce que je dois faire par rapport à telle personne, et cette carte-là, ça va être ce que je ne dois pas oublier dans mon comportement aujourd'hui. Voilà. En gros, c'est moi la chef, c'est moi qui décide. Et donc je sais que si je tire un arcane majeur, ça veut dire qu'il est plutôt question de mon état intérieur et qu'il faut plutôt que je réfléchisse à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à ce que je ressens, à où j'en suis dans mon évolution personnelle. Si je tire un arcane mineur dans la série de l'Assaut 10, eh ben, je sais que donc le tirage va plutôt concerner une situation qui est à l'extérieur de moi, ce qui se passe autour de moi, certains événements qui peuvent se produire dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Et puis si je tire une carte royale, là je sais qu'il est clairement question de quelqu'un dans mon entourage, d'une personne qui est autour de moi et qui interagit avec moi. Forcément, quand on se met à travailler avec un jeu tarot, on finit par avoir des cartes qui nous parlent plus que d'autres. Je sais que pour ma part, je suis très sensible aux cartes féminines, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'impératrice, j'aime beaucoup la grande prêtresse, je m'identifie complètement à la grande prêtresse, j'aime beaucoup l'étoile. Donc sur la carte de la grande prêtresse, tu vois une grande prêtresse qui te transmet des savoirs un peu des savoirs ancestraux. En fait, elle te transmet toute l'intuition et tout un aspect comme ça très féminin. L'impératrice, c'est une carte d'abondance, traditionnellement. L'étoile, c'est une carte d'exaucement des vœux. C'est pour ça que dans le tarot de la nuit, sur lequel je travaille en ce moment avec Alexandra Weback pour l'O Scarabeo, qui devrait sortir en 2018, si je ne m'abuse, et bien c'est pour ça que dans ce jeu, j'avais souhaité tellement fort devenir l'étoile du jeu. Et donc c'est pour ça que sur cette carte-là, je suis représentée. Alexandra a très gentiment accepté de me mettre en scène sur cette carte parce que c'est une carte qui me parle beaucoup. Elle parle un peu de féerie, de magie, voilà, il y a un côté faibleux, il y a un côté la bonne étoile, Disney, bref, moi, mes marottes habituelles, hein, voilà, ne revenons pas là-dessus. Ce sont vraiment mes cartes préférées dans les majeurs. Et puis dans les mineurs, j'aime beaucoup les reines. C'est-à-dire que quand je choisis un jeu, quand je suis sur le point d'acheter un jeu, c'est toujours ces cartes-là que je regarde en premier pour voir si elles me parlent. Donc j'apprécie beaucoup les reines. Je regarde comment sont les reines, si elles sont belles, si elles sont charismatiques, enfin si elles sont vraiment signifiantes, s'il y a quelque chose qui se passe avec ces cartes-là. Et puis comme je te le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup aussi la carte, la famille des épées. Même s'il y a des choses assez noires forcément, notamment le 10 d'épée, tu vois, on voit généralement un personnage qui est terrassé par 10 épées qui sont plantées dans son dos, c'est pas forcément très gai. Mais j'adore cette famille et donc je suis souvent très sensible au design que peuvent avoir les cartes de la famille des épées. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, c'était un petit survol pas du tout exhaustif de la structure du jeu de tarot divinatoire. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, je t'embrasse fort et je te dis à très vite. Mouah. Tarotiquement tienne. Bonjour, je suis Caroline et j'ai décidé qu'on ne verrait pas mes yeux aujourd'hui dans cette vidéo. Non, je plaisante.